L'Ancien Testament est un livre mystérieux et complexe. On y trouve un ensemble de règles et de prescriptions qui ont fondé une religion et une civilisation, le judaïsme. Mais il est également un livre d'histoire qui rapporte les faits et gestes des anciens Israélites. Lors de l'épisode précédent, nous avons appris que le récit des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, a été mis par écrit pour la première fois au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda. Deux chercheurs, Neil Silberman et Israel Finkelstein, ont émis cette hypothèse. Mais qu'en est-il des autres grands récits de la Bible? Une grande quantité de vestiges découverts sur les sites de Canaan proviennent d'une civilisation raffinée, l'Égypte, une présence obsédante. Ces objets ont-ils un lien avec un des récits les plus célèbres de l'Ancien Testament, celui de la confrontation entre Moïse et le Pharaon? Que nous apprennent-ils sur l'ancienne Égypte? Le texte biblique nous raconte que les descendants des patriarches se sont installés en Égypte et y ont séjourné 430 ans. Leur délivrance par Moïse et leur errance dans le désert sont racontées dans le 2e livre de la Bible, l'Exode. Mais cet exode a-t-il eu lieu? Le long séjour des Israélites en Égypte, leur esclavage, leur libération, la loi qu'ils ont reçue des mains de Moïse, forment le cœur du 2e livre de la Bible. La Bible nous y raconte que sous la conduite d'un homme d'exception, Moïse, le peuple hébreu retourne vers la terre qui a été promise à leurs ancêtres. L'enquête va commencer à Lausanne, dans une bibliothèque, à la faculté de théologie plus précisément. Thomas Römer est historien et bibliste. Il va accompagner notre investigation dans les textes. Pour comprendre le rôle de l'Égypte dans la Bible, il faut remonter aux circonstances de l'arrivée des fils de Jacob dans le pays. Dans la Bible hébraïque, l'Égypte est omniprésent. C'est souvent une terre d'accueil. Abraham y descend parce qu'il y a la famine en Canaan. De même ensuite Jacob et ses frères, Joseph. C'est aussi une terre d'asile parce que des réfugiés politiques s'y installent. On a toujours des relations avec l'Égypte, parfois elles sont plus compliquées, parfois elles sont plus simples, mais on n'a pas tellement de problèmes idéologiques, parce qu'on parle en fait très peu des dieux de l'Égypte. Donc ce qui est important avec l'Égypte, c'est qu'il est tout le temps dans la tête des auteurs bibliques.
L'histoire de Joseph en Égypte commence à la fin de la Genèse, le premier des livres de la Bible. Vendu par ses frères à des caravaniers en route pour l'Égypte, il est racheté par un officier et introduit à la cour de Pharaon, où il devient grand vizir. La Bible décrit là un destin exceptionnel. Dans l'Égypte puissante et centralisée, où la propagande royale joue un rôle majeur, tout est consigné. Tout ce qui relève du fonctionnement administratif de l'Empire est noté, des grands événements jusqu'aux actes de gestion quotidienne de l'État. Peut-on découvrir dans cette multitude de hiéroglyphes un indice de la puissance de Joseph, ou pour le moins, de la présence des Israélites en Égypte? Pour y répondre, nos enquêteurs doivent se rendre en Égypte. Neil Silberman est dans le pays dont rêve tout archéologue. Une civilisation millénaire, des monuments magnifiquement conservés. Et au cœur du Caire, un passage obligé pour notre historien. Un bâtiment impérial placé sous l'égide de Champollion, l'homme qui a déchiffré les hiéroglyphes. Il va rencontrer Jean-Pierre Cortegiani, un égyptologue français. Quand vous prenez une carte d'Égypte, vous voyez très bien que ça peut pas être ailleurs. Hein. La zone où maintenant vous avez le canal de Suez, ce sont les marches orientales du delta, et là, Avaris, c'est là. Le récit biblique est très clair. La famille de Jacob descend en Égypte dans une période de famine. Y a-t-il dans les inscriptions et les peintures égyptiennes d'autres mentions de Cananéens venant en Égypte pour fuir la famine? Il y a des gens qui ont fait carrière, des gens qui ont atteint des postes importants. Donc l'histoire de Joseph devenant ministre de Pharaon est tout à fait possible. Et quand je dis Pharaon, j'aime pas employer ce terme-là parce que en réalité, il faudrait dire simplement le roi d'Égypte, parce que ça, le Pharaon, vous le savez, vient de la Bible, et les Égyptiens n'ont jamais appelé leur roi Pharaon jusqu'à très tard. Hein. Et donc le roi d'Égypte, en tout cas, effectivement, il y a dans sa mouvance des sémites qui sont naturalisés, qui prennent un nom égyptien et qui font carrière parfois brillante. Des peintures de la nécropole antique de Beni Hassan montrent des sémites venus en Égypte vraisemblablement pour commercer. Ce sont des détails, le détail des femmes avec ces robes qui justement n'ont rien d'égyptien, avec ces motifs-là, des visages assez typés. Conventionnel du sémite pour l'égyptien, c'est-à-dire la barbe longue un peu en pointe, les cheveux un peu plus épais. Mais les commerçants n'étaient pas les seuls à accourir en Égypte. La terre de Canaan connaît des étés très secs et une pluviosité irrégulière qui entraîne de fréquentes famines. Les bergers et les agriculteurs n'ont alors d'autre choix que d'aller en Égypte pour y louer leurs bras et bénéficier d'une terre plus généreuse. Cette générosité est un don du Nil, un fleuve qui est l'âme de l'Égypte et sa source de vie. Tout au long de l'Antiquité biblique, l'Égypte a agi comme un aimant sur les hommes des terres arides.
une terre d'accueil qui les fascinait comme fascinent partout et toujours les pays de cocagne. Alors comment on passe maintenant de l'histoire de Joseph, qui est si bien en Égypte, à une description de l'Égypte au début du livre de l'Exode, où tout d'un coup Israël se trouve dans une situation d'oppression, d'esclavage. Cette transition se fait déjà à la fin de l'histoire de Joseph, puisque Joseph fait venir Jacob avec toute sa famille, et puis ça deviendra en fait les Israélites qui vont grandir de plus en plus, se multiplier. Et puis le livre de l'Exode s'ouvre par ce constat: un nouveau pharaon arrive au pouvoir qui ne connaissait plus Joseph, ni ce que Joseph avait fait. Donc tout d'un coup, le tableau change, on se trouve en oppression, et puis les Égyptiens, d'un côté, veulent garder bien sûr ces travailleurs, en même temps ont un peu peur, ils essayent toutes sortes de mesures pour s'en débarrasser, mais comme dit le texte biblique, donc plus qu'on les opprimait, plus encore ils se multiplièrent et pullulèrent. La Bible cite deux noms de villes que les Israélites auraient bâties, Pithom et Ramsès. Des documents égyptiens confirment qu'une ville du nom de Pi-Ramsès fut construite dans le delta du Nil au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le pharaon Ramsès II. À partir des années 1920, des missions archéologiques se mettent en quête des vestiges de la ville localisée à l'est du delta, à Khamtir. La Bible laissait imaginer des monuments importants, impériaux. Or, les fouilles déçoivent les chercheurs. À l'évidence, la ville de Ramsès est bien là, mais les découvertes sont maigres. Mohamed, Qui est ce roi? Tout ça, c'est Ramsès II. Aujourd'hui, le site est redevenu un terrain agricole. Mais les archéologues finirent par trouver la clé de l'énigme. La cité de Ramsès avait été abandonnée peu de temps après sa construction, à la suite de l'assèchement d'un des bras du Nil. Quelques décennies plus tard, ces monuments avaient été démontés et leurs pierres réutilisées dans la construction d'une nouvelle capitale, Tanis, située à quelques dizaines de kilomètres de là. Ainsi, jusqu'ici, rien ne semble s'opposer à ce que Ramsès II soit le formidable pharaon bâtisseur du récit biblique, auquel Moïse, au nom du Dieu de ses ancêtres, avait enjoint de laisser partir son peuple. Dans la Bible, la vie de Moïse commence comme dans un mythe. Confié par sa mère au fleuve pour échapper à la mort des premiers-nés israélites ordonnés par le pouvoir, il est recueilli par la fille du pharaon et est élevé comme un noble égyptien. Un jour, il aperçoit un contremaître qui frappe un esclave israélite, il le tue et fuit dans le désert. Là, le Dieu d'Israël lui ordonne de libérer son peuple et de le conduire vers la terre promise. Il hésite, puis accepte.
et revient à la cour imposer la volonté du Dieu d'Israël au Pharaon. Pharaon va être affronté par Moïse. Alors cet affrontement symbolise quoi? C'est justement le fait de montrer que le Dieu qu'envoie Moïse vers Pharaon, Yahvé, est plus puissant que tout ce que symbolise le roi d'Égypte. Quand Moïse arrive chez Pharaon, Pharaon lui dit « Mais c'est qui ce Dieu Yahvé ?» Jamais entendu parler, donc Dieu mineur de ce peuple asiatique dont il n'a rien à faire. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte que ce Yahvé, justement, est plus puissant que tout le panthéon des Égyptiens. Mais le Pharaon persiste dans son refus. 10 plaies s'abattent alors sur l'Égypte. Ces fléaux le font céder. Il laisse partir les Israélites. Selon le récit biblique, ça se présente comme ça. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot, environ 600 000 voyageurs, hommes faits, sans compter les enfants. Le peuple hébreu quitte l'Égypte au milieu de la nuit et franchit la mer Rouge. L'armée égyptienne est engloutie dans les eaux. Moïse libère un peuple esclave du joug d'un grand empire. Voilà pour le récit. Qu'en est-il des faits historiques ? Selon le texte, l'exode aurait eu lieu 480 ans avant la construction du temple de Salomon, soit au XVe siècle avant Jésus-Christ. Mais la mention dans la Bible d'une ville du nom de Pi-Ramsès a conduit les chercheurs à situer l'exode au plus tôt au XIIIe siècle, période où l'on trouve les premiers pharaons portant le nom de Ramsès. Au musée de Caire se trouve une pièce archéologique qui permet d'envisager une datation de l'exode à partir de données historiques. Elle fut découverte en 1896 dans le temple funéraire du fils de Ramsès II, le pharaon Merneptah. La stèle décrit la campagne militaire menée par Merneptah contre Canaan. Elle établit une liste de cités et de peuples combattus et défaits. C'est la ligne 27, tout à fait au bas de la stèle, donc que Israël, qu'un nom qui correspond exactement à Israël est mentionné. Donc Israël est détruit, sa semence n'existe plus. Et surtout, l'idée de communauté, de peuple, etc. est rendue par l'homme, le hiéroglyphe de l'homme et de la femme, le déterminatif, avec le pluriel. Donc c'est Israël. C'est la seule mention dans toute la littérature égyptienne, tout type de texte confondu, historique, religieux, littéraire, tout ce que vous voulez, c'est cette seule mention que nous connaissons. Une unique fois Israël dans tous les textes égyptiens, alors que la Bible cite à peu près 700 fois Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte. Une mention donc, même s'il n'y en a qu'une. La date d'érection de la stèle nous est connue, 1207 avant Jésus-Christ. À cette époque, Israël est déjà installé en Canaan. L'exode, par conséquent, ne peut avoir eu lieu qu'avant cette date. Si l'on résume, il y a bien eu des Sémites en Égypte. Le pharaon Ramsès II est le père de Merneptah,
Et le XIIIe siècle est une période plausible. Si l'on fait abstraction de l'erreur de datation de la Bible, l'Exode a donc pu avoir lieu. Quel a été l'itinéraire emprunté? La Bible raconte que pour fuir, les enfants d'Israël eurent le choix entre deux routes, celle du nord, directe, et celle du sud, qui traverse un désert montagneux. Laquelle ont-ils choisi? Pour tenter de le savoir, Neil Silberman va interroger un égyptologue spécialiste de la Bible, Donald Redford, qui fouille le site de Mendes, dans le delta. Hi, Don. Salut Don, content de te voir. Great to see you. Tu as fait bon voyage? Terrific. Excellent. Nous t'attendions plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. I guess. I hear you have La saison a été bonne? C'est l'une des meilleures. Je vais te montrer le site, allons-y. Avec plaisir. Just in the places where the Bible describes the exodus of the Israelites as they left Egypt. Dans les régions où la Bible situe l'exode des Israélites, y avait-il des fortifications, une présence militaire pour s'opposer à cette fuite? Oh yes, all over the eastern delta and in the Sinai. Partout dans l'est du delta, dans le Sinaï, le Negev et plus au nord, il y avait des garnisons égyptiennes permanentes et des postes de contrôle. Les Bédouins étaient sous la surveillance constante des forces égyptiennes le long de la frontière. Sur le temple de Karnak, un bas-relief atteste l'existence d'un système sophistiqué de forteresses qui assurait la logistique de la route longeant la côte nord. Un itinéraire stratégique pour les Égyptiens qui conduit à la Mésopotamie et à l'Anatolie. Une multitude en fuite n'aurait pu l'emprunter sans être repérée et stoppée par une des garnisons. Restait donc la voie du sud, la plus aride, celle qui est la plus conforme au récit biblique. La Bible raconte: après avoir campé dans le désert pendant près de 3 mois, les Israélites reçoivent les 10 commandements au mont Sinaï. Puis ils se dirigent vers l'est, vers la terre de Canaan. Ils atteignent alors, nous dit le texte biblique, l'oasis de Kades Barnea, située entre le désert du Sinaï et celui du Negev. Là, après avoir refusé d'entrer en Terre Sainte, ils vont résider 38 ans. Cette oasis a été systématiquement fouillée au cours des années 50 et 70. Le site n'a révélé aucun vestige du XIIIe siècle, époque supposée de l'Exode. Les techniques de l'archéologie moderne permettent de repérer jusqu'aux vestiges les plus infimes du passage de simples bergers. Pourtant, aucune trace du long séjour des Israélites n'a été relevée. L'absence de traces témoignant de cette longue errance dans cette oasis, comme dans toute la péninsule du Sinaï, est une des énigmes du récit de l'Exode. Comment expliquer qu'un groupe aussi important que celui décrit dans l'Exode ait pu ainsi quitter l'Égypte?
Justement, je ne pourrais pas l'expliquer. Aucune trace archéologique ou textuelle ne l'atteste. On pourrait prétendre que le silence sur cette histoire constitue lui-même une preuve. Mais cette période est si bien connue que l'absence de tout signal de l'Exode sur l'écran radar porterait un coup fatal à cette théorie. De plus, le récit biblique évoque 600 000 hommes en armes, ce qui représenterait sans doute 2 millions d'âmes au total. Peut-on imaginer 2 millions de personnes quittant un pays aussi grand que l'Égypte, qui comptait seulement 3,5 millions d'habitants? That would have made a huge hole in the social and economic system that certainly would have shown up in the records. It would have resulted almost. Cela aurait provoqué un effondrement économique et social dont l'empire ne se serait jamais relevé. That would certainly have disrupted the empire irreparably. Nothing of that sort is found in the records. Rien de tout ça dans les annales, absolument rien. Je ne peux pas concevoir l'Exode tel que la Bible le décrit comme se produisant au XIIIe siècle. Donc ce récit n'est pas vraiment historique, mais il abonde en termes géographiques précis. Peuvent-ils nous donner un indice de l'époque où le récit fut écrit? Les indices géographiques peuvent en effet nous aider à dater la personne qui a écrit ce récit. Ils permettent de déterminer assez bien ce que l'auteur connaissait et la géographie qui lui était familière. Cela nous aide à déterminer l'époque à laquelle il vivait. Alors c'était quand? Eh bien, Pithom a été identifié comme la ville nommée Pir Aton, la maison d'Aton, bâtie par le pharaon Nécho II vers 600 avant Jésus-Christ. Sur la route de l'Exode, on a des noms comme Atom, Pi-Hahiroth, Baal Tsaphon, qui tous se rattachent à un environnement géographique postérieur. Ces villes n'existaient pas pour la plupart à l'époque du Nouvel Empire, celle où l'Exode est censé avoir eu lieu. Je verrais l'époque des Saïtes, à savoir la 26e dynastie entre 664 et 525, comme la période correspondant le mieux au décor du récit de l'Exode. En tout cas, ce n'est pas avant le 7e ou le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, comme dans l'enquête sur les patriarches, les indices relevés sur le terrain et les textes pointent une même direction. Certains récits, dont l'Exode, ont connu un début de rédaction au 7e siècle avant Jésus-Christ. Neil Silberman est de retour à Megiddo. Il s'entretient avec Israel Finkelstein de ces nouveaux éléments. Quelle que puisse être l'éventuelle source historique inspirant la saga de l'Exode, le récit ne décrit pas l'Égypte du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'enquête sur ce récit biblique nous conduit à nouveau au 7e siècle. Pour quelle raison un tel texte a-t-il été rédigé à cette époque ? Pour quelle raison un tel texte a-t-il été rédigé à cette époque ? Il nous faut élargir la perspective historique. Au IXe siècle et durant presque tout le 8e, il y avait en Canaan 2 royaumes, Israël et Juda. Ces royaumes étaient situés entre les 2 plus grands empires du Proche-Orient. Au sud, l'Égypte, dont on a entreaperçu la puissance. Pour ce royaume immémorial aux ambitions régionales importantes, Canaan a toujours été un enjeu stratégique. Et au nord-est, l'Assyrie, le grand empire mésopotamien du moment. Dans sa volonté d'hégémonie régionale, elle est alors un adversaire agressif de l'Égypte. Israël et Juda, les royaumes frères, sont pris tous les deux dans cette rivalité. Mais leur destin ne sera pas identique.
In the late 8th century BC, the Assyrians show on the scene. They wipe out the northern kingdom. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens entrent en scène et s'emparent du royaume du Nord. Des flots de réfugiés arrivent dans le royaume du Sud, celui de Juda, à Jérusalem. Une lourde charge pour le peuple de Juda, qui désormais reste la seule nation israélite. L'enquête va se déplacer à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. C'est là qu'a dû être tissée au 7e siècle la trame des récits bibliques qui racontent l'Égypte, Moïse et l'Exode dans le désert. Mais dénouer le fil requiert de l'attention. L'affaire n'est pas simple. Jérusalem est une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, dont chaque homme, chaque femme, mais également chaque pierre, porte un poids d'histoire sainte. Entreprendre des fouilles ici est une gageure. Des vestiges surprenants peuvent cependant surgir grâce à l'obstination des archéologues. Cette muraille a été construite à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ sous le roi Ézéchias. À cette époque, Jérusalem a connu une expansion spectaculaire. Sa population et sa superficie ont décuplé en 30 ou 40 ans. Et cela à cause du flot de réfugiés arrivés ici après la destruction du royaume du Nord par les Assyriens. Et cette zone, qui se trouvait en dehors de la ville ancienne, s'est peuplée. Alors Ézéchias, face à la menace assyrienne, a décidé de la protéger. Et il a bâti cette immense fortification qui englobait ce nouveau quartier sur la colline occidentale de Jérusalem. Sous le règne de ce roi, Ézéchias, Jérusalem s'est métamorphosée. D'une modeste bourgade de 6 hectares, la ville est devenue une zone urbanisée d'environ 60 hectares, protégée par une imposante muraille. La cité paraît s'organiser pour affronter un conflit, selon toute vraisemblance, avec l'Empire assyrien. L'archéologue Ronnie Reich fouille la ville depuis de nombreuses années. C'est un des spécialistes de Jérusalem. Si l'on veut mesurer l'inquiétude qu'a provoquée la menace assyrienne contre le petit royaume de Juda, il faut se rendre dans les entrailles de la ville. La seule source d'eau permanente de Jérusalem coule à l'extérieur de la ville. En cas de siège, on ne peut y accéder. Pour assurer l'approvisionnement de Jérusalem, le roi Ézéchias a mis en œuvre un extraordinaire projet de tunnel qui apporte l'eau à des réservoirs situés à l'intérieur des remparts. Et en fait, ce tunnel fait plus de 500 mètres. Il a été creusé à partir des deux côtés. Les équipes se sont rejointes au milieu. C'est un véritable exploit technique. Deux groupes creusaient un tunnel au tracé non pas rectiligne, mais en forme de S. Et ils se sont rencontrés ici. Ils auraient pu se rater, soit verticalement, soit latéralement. Deux erreurs qu'ils ont évitées. Et on ne sait toujours pas comment ils ont fait. En tout cas, nous avons l'inscription qui décrit ces deux groupes creusant le rocher à la pioche. Puis ils se rencontrent, et c'est un grand moment quand ils entendent leur voix de part et d'autre.
Gravée dans la roche, cette inscription en hébreu ancien commémore la jonction des deux équipes. La Bible, semble-t-il, signale également cet exploit dans le livre des rois. Cette antique inscription hébraïque est l'une des preuves majeures de l'ascension de Juda en tant que royaume. Elle montre à la fois ses possibilités techniques et sa volonté d'inscrire officiellement cette réalisation dans les annales. À cette époque, le royaume était donc centralisé. Jérusalem, administrée par des fonctionnaires royaux dotés d'un réel pouvoir, et du degré d'alphabétisation nécessaire pour laisser dans l'histoire une trace de leurs exploits. Ainsi, un petit royaume oublié dans les collines de Judée est devenu en peu de temps un véritable État. Il aspirait sans doute à jouer un rôle important dans la région, mais son destin était scellé. Après la chute du royaume du Nord, il ne restait plus entre les Assyriens et les Égyptiens qu'un seul État tampon, le petit État de Juda. Et ce qui s'est passé, c'est que les Judéens ont oscillé entre l'idée qu'ils devraient se soumettre aux Assyriens, et puis, d'un autre côté, l'idée qu'ils pourraient bien rester indépendants en s'appuyant sur les Égyptiens. Et dans ce mouvement de bascule, eh bien, il y a un moment où ils sont allés trop loin, et donc Sennachérib, le fils de Sargon, a décidé d'en finir. Nous sommes en 701 avant Jésus-Christ. Le nouveau roi assyrien Sennachérib marche sur Juda à la tête d'une gigantesque armée. Arrivé devant Lachish, la deuxième grande ville du royaume, il en fait le siège. Lachish est aujourd'hui un tertre artificiel. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était une des capitales administratives de Juda. Une bataille mémorable s'y est déroulée. Les fouilles menées le long des fortifications ont livré les indices d'une confrontation violente. David Ussishkin, le responsable des fouilles, est professeur d'archéologie à l'université de Tel Aviv. Quand les Assyriens arrivent à Juda, Sennachérib assiège Lachish et non Jérusalem. Pourquoi? À mon avis, il voulait donner au peuple du pays un avant-goût de ce qu'il pourrait faire à Jérusalem. Il a donc décidé de détruire cette forteresse du roi Ézéchias, puis d'envoyer son armée à Jérusalem pour négocier et parvenir à un accord avec lui. Et en dépit de ces puissantes fortifications, Lachish est soumise. Pour éviter que Jérusalem ne subisse un même sort, Juda paie un tribut et devient un État vassal de la Syrie. Mais comme le révèlent les sites archéologiques, cette soumission aux grands voisins du Nord sera de manière paradoxale à l'origine d'un essor économique sans précédent. Tous les sites fouillés correspondant à cette époque présentent un même tableau et mettent au jour le même phénomène. Juda, contrôlé par la puissance assyrienne, participe au commerce arabe et à la production d'huile à grande échelle. Parallèlement, une véritable administration se met en place.
livres de pierre font surgir du sol un acte de naissance, celui d'un État. Acte de naissance, celui d'un État. La Meller, belonging to the king. La Meller, possession du roi, cité de Hébron. La Meller, Socho. La Meller Socho, possession du roi, cité de Socho, sur la plaine côtière de Shephéla. C'est le signe d'une administration développée. D'abord parce que les jarres à provisions ont toutes la même capacité, elles sont standardisées. Et ensuite, elles sont marquées de sceaux également standardisés. Donc on a la preuve d'une administration d'État, car un simple villageois ou une famille ne ferait pas ce genre de choses. Tout cela prouve l'apparition d'un véritable État en Juda pour la première fois à la fin du 8e siècle. Une donne nouvelle va modifier le paysage géopolitique de la région. Les Assyriens, en proie à des problèmes internes, se retirent du Levant vers 630 avant Jésus-Christ. La fin de l'Empire néo-assyrien a été marquée par des troubles graves, en particulier en Babylonie. Et l'essentiel de l'effort militaire assyrien s'est trouvé condensé sur ce territoire. Le résultat, c'est que bien entendu, à la périphérie, on a senti que les Assyriens étaient beaucoup moins présents, beaucoup moins disponibles, et ça a été une période évidemment de tentation, d'émancipation en quelque sorte. Les Assyriens affaiblis, un rêve insensé naît alors en Juda, conquérir le territoire de l'ancien royaume d'Israël. C'est dans ce contexte que la confrontation avec l'Égypte et l'Exode, tels qu'ils sont rapportés par la Bible, va prendre tout son sens. À Jérusalem règne un roi du nom de Josias. Il est l'arrière-petit-fils d'Ézéchias. Le rêve d'un grand royaume pan-israélite est son rêve. Un vrai royaume unifié. La Bible ne tarit pas d'éloges à son égard. Il n'a jamais eu de roi comme lui qui revenait vers Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la Torah de Moïse. Voilà ce que la Bible hébraïque dit de Josias, roi peut-être pas très connu, mais roi tout à fait exceptionnel à en croire la Bible. Les auteurs du texte biblique rapportent que Josias a fait faire des travaux dans le temple de Jérusalem. Ce détail a de l'importance pour l'enquête. Lors de ces travaux, le grand prêtre va découvrir un livre, mais il dit le livre de la loi a été découvert. Ce livre est transmis au roi qui en prend connaissance et aussitôt déchire ses vêtements au signe de deuil ou de consternation. Suite à cet acte, il entreprend une grande réforme durant laquelle il interdit tout autre lieu de culte et donc fait de Jérusalem seul lieu de culte légitime. Véritable découverte d'un livre ou mise en scène d'un projet mûri de longue date, nul ne le sait. Josias engage à la suite de cette découverte la réforme la plus radicale de l'histoire du royaume. Les chercheurs pensent que ce livre, désigné sous le nom de Livre de l'Alliance,
est le Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque. La Réforme met en avant les lois qui auraient été données à Moïse au Sinaï et centralise le culte à Jérusalem. Mais était-ce la seule intention de Josias? Josias avait besoin de centraliser le pouvoir, de renforcer l'administration, de contrôler l'État. Un moyen d'y parvenir était de centraliser le culte et de le réformer pour revenir à l'idée pan-israélite. Tous les Israélites doivent adorer un seul Dieu, en un seul endroit, à Jérusalem. En faisant cela, et en démolissant les lieux de culte dans les campagnes, on est sûr de mieux contrôler l'économie et l'État, et on peut atteindre ces objectifs de façon plus efficace et plus rapide. Josias a donc un projet politique, créer un grand royaume unifié. Mais le vent de l'histoire va à nouveau tourner. L'Égypte, après une longue période de sommeil, renoue avec ses ambitions impériales. Le pharaon Psamétique Ier a lui aussi un rêve. Restituer à l'Égypte la gloire des pharaons anciens, tel Ramsès II. L'Égypte va prendre le contrôle d'une partie de Canaan, cédée par la Syrie, son allié d'un temps. For Josiah, Egypt was not only it was the real threat. It was the only obstacle. Pour Josias, l'Égypte n'était pas seulement une menace réelle. C'était le seul obstacle à son dessein idéologique. Réaliser le grand royaume d'Israël. L'Égypte était là, avec sa propre idéologie, ses propres desseins, ses propres aspirations. Elle était le seul obstacle. Juda et l'Égypte sont au bord d'une confrontation militaire. Que se passe-t-il alors? Josias a-t-il eu la tentation d'utiliser un texte pour faire passer un message d'espoir? Un récit qui affirmerait qu'un petit peuple peut triompher du plus grand des empires comme le fit Israël en Égypte, lorsque ce peuple est conduit par un grand personnage et soutenu par Dieu et la loi. L'histoire de l'Exode, c'est bien une histoire de libération, mais une libération qui ne s'arrête pas à la sortie d'Égypte. Pour que la libération soit complète, il faut le don de la loi. Dans le Pentateuque, cette loi est donnée en dehors de toute institution politique, que ce soit la royauté, que ce soit l'État. Donc c'est une loi qui est donnée au peuple par Moïse. Implicitement comparé à Moïse par le texte biblique, un homme va endosser le rôle de libérateur et celui de législateur, le roi Josias. Car la loi va jouer un rôle central dans ce qui unira ici les Israélites et unira plus tard ceux qui se réclament du judaïsme. La loi donnée au peuple, telle qu'elle apparaît dans les 10 commandements et dans le Deutéronome, fixe dans un document les liens des Juifs avec leur Dieu. La loi comme une alliance sainte. Depuis, cette loi, sa transmission et son étude constituent le 2e pilier du judaïsme.
Une religion unit un peuple et son Dieu, comme au temps de Josias, par un contrat, lu et commenté à l'infini. L'enquête nous a fait découvrir le rôle des patriarches dans le récit biblique. Cette fois s'est établi un deuxième pilier de ce qui sera plus tard le judaïsme. Une société unie par ses lois, avec en toile de fond les thèmes de l'oppression et de la libération. Dans le prochain épisode, notre enquête nous conduira à relire le récit de la conquête de Canaan et à mettre nos pas dans ceux des deux grands rois de la Bible, David et Salomon.